Avec 84% des établissements qui ont déjà achevé leurs évaluations, le programme des examens scolaires sera respecté cette année malgré la crise constatée dans certains établissements. C'est l'assurance donnée par le gouvernement qui a discuté de la question lors d'un conseil des ministres ce 24 mai. Un conseil qui a aussi abordé d'autres questions aussi importantes, comme vous allez l'entendre dans quelques instants. Et comme à la fin de chaque mois, vous avez rendez-vous avec la rubrique Une semaine A. Et cette semaine, c'est la commune de Bama dans les Hauts-Bassins que nous mettons en lumière à travers une série de reportages à tourner dans cette localité. À découvrir ce soir la carte postale et l'historique de Bama. Dans l'actualité ce soir, un constat sur un phénomène qui a pris de l'ampleur dans le milieu scolaire au centre-ouest du Burkina. Il s'agit des cas de grossesse qui se chiffrent à plus de 1200 dans cette région pour l'année scolaire en cours. Pourquoi le centre-ouest se retrouve dans cette situation? Élément d'explication à suivre dans une vingtaine de minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre ce lundi. Il y a eu conseil des ministres avec plusieurs dossiers sur la table de l'exécutif. Au nom de ces dossiers, la situation de crise dans certains établissements scolaires au Burkina Faso. Après une analyse d'ensemble, le gouvernement rassure quant à la tenue des examens scolaires à bonne date. Des détails complets dans ce compte rendu de Roger Kam et Nyarkiteda. Sur la table du conseil des ministres ce jour, les dossiers brûlants du moment, dont la crise scolaire avec l'adoption d'un rapport relatif à la situation des établissements secondaires et aux modalités d'achèvement de l'année scolaire 2020-2021. Le rapport fait le point des évaluations de fin d'année dans l'ensemble des établissements secondaires sur le territoire national, région par région. On peut noter utilement que dans la boucle du Mouhoun, sur 407 établissements, 11 n'avaient pas fait les dernières évaluations du troisième trimestre, sur 407. Donc nous avons 396 établissements qui ont fait donc les dernières évaluations du troisième trimestre. Pour la région des Cascades, nous avons noté 180 établissements et 58 d'entre ces établissements n'ont pas fait les dernières évaluations du troisième trimestre. Pour la région du centre, sur 1033 établissements, 21 seulement n'avaient pas fait les dernières évaluations du troisième trimestre. Pour la région du centre-est, 335 établissements, dont 160 n'ont pas pu faire les dernières évaluations, donc c'est-à-dire le troisième trimestre. Pour la région du centre-nord, sur 275 établissements, 37 n'ont pas pu faire cet exercice d'évaluation au cours du dernier trimestre. Pour la région du centre-ouest, on compte 484 établissements, 161 n'avaient pas pu faire l'évaluation donc, du dernier trimestre. Pour la région du centre-sud, sur 223, 104 n'avaient pas pu établir les évaluations du dernier trimestre. La région de l'Est, comptant 227 établissements, 28 seulement n'avaient pas pu faire les dernières évaluations du troisième trimestre. Pour la région des Hauts-Bassins, 515 établissements, un seul établissement n'avait pas pu faire donc les dernières évaluations. La région du Nord compte 293 établissements, deux n'ont pas pu établir les dernières évaluations du troisième trimestre. Le plateau central qui compte 259 établissements, 6 n'avaient pas pu faire cet exercice. La région de Sahel qui compte 36 établissements, 5 n'avaient pas pu faire également ce dernier exercice. Et puis enfin, la région du sud-ouest compte 186 établissements et pour lesquels donc 102 établissements n'ont pas pu faire donc les dernières évaluations. 697 établissements n'ont pas pu faire les évaluations du dernier trimestre contre 3757 qui, à ce jour, ont réalisé leur évaluation de fin d'année scolaire, soit un taux de 84,37% d'achèvement de programmes et d'évaluation au sein des établissements. Au regard donc de ces données, de cette situation globale très positive et au regard naturellement d'un certain nombre de faits dans les établissements secondaires, le Conseil des ministres a autorisé les décisions suivantes. Il s'agit pour l'achèvement donc de l'année scolaire 2020-2021 de faire en sorte que les établissements qui ont réalisé toutes les évaluations qu'ils puissent tenir leur conseil de classe et de libérer donc les élèves des classes intermédiaires, donc les classes qui ne sont pas en situation d'examen.
Pour les établissements n'ayant pas réalisé toutes les évaluations, il s'agit de poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés donc au 17 juin 2021. Pour les classes d'examen des établissements fonctionnels, poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés au 17 juin 2021. Le lycée Philippe Zenda Kaboré, ayant subi des dégâts critiques quant à son fonctionnement, va donc demeurer fermé, tout simplement. Pour le Hajj 2021, les candidats pourront bel et bien voyager, mais à des conditions. Au titre de l'édition Hajj 2021, de l'obligation pour les pèlerins de l'intérieur de recevoir 2 doses de vaccin contre la Covid-19 avant le 1er Zulhijja, 12e mois de l'Hégire, ce qui correspond au 11 juillet 2021. Cette exigence concernerait également tous les pèlerins de l'extérieur qui doivent recevoir 2 doses de vaccin reconnues par l'OMS. La seconde dose doit être reçue 1 semaine avant l'entrée dans le royaume d'Arabie Saoudite. Le gouvernement réitère ses condoléances aux familles des 7 victimes de PLA dans le Boul KMD décédées des suites d'intoxication alimentaire et attache du prix aux résultats qui devraient établir les causes réelles de cette tragédie. La brillante victoire des étalons cyclistes au dernier tour du Bénin qui ont remporté 6 étapes sur 6, la belle performance de Marc Kuala en athlétisme à Dakar et celle de Hugues Fabrice Zango au triple saut sont ici saluées par le Conseil des ministres. Nous restons au palais de Kossiam pour vous dire que le président du Faso a reçu en audience le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale. Justement, c'est le sujet de la réconciliation qui a dominé les échanges entre Roch-Marc Christian Kaboré et Kwadjo Kona Bertin. Le point de l'audience avec Urbain Benito Somé et Sekou Zango. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, résolument engagés dans le processus de réconciliation de leurs peuples respectifs. Le ministre ivoirien de la Réconciliation, en séjour au Burkina Faso depuis 5 jours, est ici reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une occasion pour l'hôte du jour d'adresser les salutations du président ivoirien à son homologue burkinabé, mais surtout d'échanger sur la question de la paix et de vivre ensemble dans les 2 pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina, nous sommes certes 2 peuples, mais 2 peuples au même destin. J'ai donc coutume de dire que ce qui touche au Burkina touche à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Nous avons donc l'obligation de mutualiser nos efforts, d'échanger les expériences et voir comment ensemble nous conduisons ce peuple ivoiro-burkinabé vers un destin meilleur. Cela passe par stabiliser la sous-région, par des conditions de paix et de réconciliation pour que vive le bonheur dans cette partie de la sous-région ouest africaine dont le Burkina et la Côte d'Ivoire constituent, à n'en point douter, le moteur. Le ministre ivoirien de la Réconciliation, Bertin Kwadjo Kona, connu sous le sobriquet Kakabé, est ainsi en fin de séjour au Burkina. Un séjour dans le cadre des Marlets d'Or, ponctué par des séances de travail, des échanges d'idées et d'expériences entre ministres en charge de la réconciliation. Cap à présent sur Bobo Dioulasso, il a été célébré samedi dernier le 3e anniversaire de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. 3 ans de coopération sino-burkinabé, bilan et perspective, c'est le thème qui a été retenu pour cette célébration portée par le Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé. Le point avec Drissa Traoré et Ismaël Sationnet, Paris. La coopération sino-burkinabé fêtée ici entre la délégation chinoise et la communauté estudiantine de l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso. Les différents acteurs dressent le bilan de 3 années de partenariat afin de mieux se projeter vers l'avenir. Nous souhaitons renforcer l'amitié entre les 2 pays et aussi entre les 2 peuples. Et puis aider à établir au centre de formation un système de formation et d'enseignement moderne et durable. De ce partenariat, les étudiants burkinabés veulent tirer le maximum de profit en termes de connaissances et surtout d'opportunités.
On a dit qu'il serait important pour nous d'initier un certain nombre d'activités qui vont également renforcer la coopération entre la Chine et le Burkina, mais aussi qui vont encore nous renforcer, nous en tant que jeunes, en termes de capacité. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'une conférence publique qui sera l'opportunité pour des conférenciers, notamment le ministère des Affaires étrangères, de faire un bilan sur ce qui a été fait depuis ces 3 ans. Qu'est-ce que le Burkina a gagné, qu'est-ce que la Chine a gagné et qu'est-ce qu'on prévoit en termes de perspectives. L'action de cette jeunesse-là traduit un pan de la coopération en fait des peuples. Donc lorsque la jeunesse se saisit en fait de cette coopération pour en faire une réalité, pour mener des actions dans le cadre en fait de développer, de consolider ces relations-là, Madame la ministre ne peut qu'être là pour les accompagner. Le partenariat entre la Chine et le Burkina permettra d'ici là à 20 étudiants burkinabés de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et des Ignari de faire un séjour de 7 mois en Chine pour apprendre dans des domaines spécifiques de l'entrepreneuriat. Toute chose qui permettra à ces derniers de disponibiliser leur savoir à d'autres camarades. Dans la ville de Sia, nous restons pour découvrir l'analyse du nouveau temps pour la démocratie sur les 100 jours du second mandat du président du Faso. Selon le président du NTD, les actions de Roch-Marc Christian Kaboré sont conformes aux prévisions contenues dans son programme présidentiel. Le NTD salue des initiatives dans des domaines tels que la réconciliation, la lutte contre le terrorisme et la relance économique. Le point de la conférence de presse avec Drissa Traoré et Karim Sissi. Vincent Dabilgou fait ici une analyse des 100 premiers jours de gouvernance du deuxième mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Face à la presse, le président du NTD, Nouveau Temps pour la démocratie, affirme que les actions déjà engagées par le président du Faso prouvent clairement qu'il est sur le chemin de développement pour un Burkina stable et prospère. Le NTD salue les victoires engrangées par les forces de défense et de sécurité et la poursuite de l'implication forte des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, ainsi que l'amélioration donc de leur équipement militaire. Nous saluons également les actions humanitaires engagées pour soulager les souffrances des personnes déplacées internes, mais également des personnes vulnérables dans notre pays. Le conférencier du jour a aussi fait le point de la réconciliation nationale et de la relance économique. Pour le NTD, la réconciliation nationale est une exigence. C'est une exigence pour consolider l'unité et la cohésion nationale afin que notre peuple, dans un élan de concorde, puisse s'attaquer au chantier de développement. Dans un contexte mondial de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, notre pays, le Burkina Faso, a payé, comme tout le monde le sait, un lourd tribut. C'est pour cela qu'il est plus que nécessaire pour notre gouvernement de poursuivre la mobilisation des ressources financières pour relancer économiquement notre pays. À ce point de presse, Vincent Dabilgou a donné aux journalistes l'état de santé de la section de son parti dans la ville de Bobo-Dioulasso. Pour lui, le NTD se porte à merveille et se prépare pour les élections municipales à venir. Retour à Ouagadougou et nous vous invitons à présent à découvrir le quotidien des élèves gendarmes en formation. Ces futurs Pandores constituent la 47e promotion et ils sont actuellement en stage dans les brigades à travers le pays. Ce 24 mai, la gendarmerie a permis à la presse de faire une immersion dans 3 brigades de la capitale pour suivre le travail des stagiaires en situation réelle. Issa Kafando et Draman Guéné. Sur les traces des élèves sous-officiers de gendarmerie en stage dans les brigades. Ici, la brigade territoriale de gendarmerie de Pabré. Une dizaine de stagiaires bouclent leur mois d'aguerrissement. C'est une instruction contenue qui commence par la maîtrise de l'outil du travail, la Kalachnikov, montage et démontage. Plusieurs ateliers à l'image des missions de la gendarmerie nationale. Le service de planton, celui-là même qui reçoit les plaintes et dénonciations,
les courriers et veillent sur les personnes gardées à vue. Ce qu'on dit de la théorie et puis la pratique, c'est pas à peu près la même chose. La pratique est encore plus concrète par rapport à la théorie. La technique de fouille et le contrôle routier sont apprises à la perfection sous la direction d'un instructeur. C'est le prolongement de la formation sous la tutelle du commandant de brigade. À l'issue, il y a un rapport que le commandant de brigade établit à l'endroit du commandant ENSOG, voilà, qui à son tour fera une synthèse de ces rapports-là et en même temps en tenir compte pour l'amélioration de la vie, l'instruction des élèves à l'école. À la brigade de Sigounourin, les modules du jour sont donnés par l'adjudant-chef-major Kargougou. Des services externes comme les patrouilles, les perquisitions et des services de bureau comme ici la technique d'audition et la dactylographie. Les stagiaires se sont bien comportés en termes de discipline, en termes d'assiduité. En tout cas, nous n'avons pas eu beaucoup de choses à les reprocher. Et vraiment, nous sommes très contents de les avoir reçus parce qu'ils se sont vraiment battus. Les anciens se sont vraiment donnés à fond pour nous faire mieux comprendre ce que nous avons appris théoriquement à l'école et de mettre en pratique surtout les exigences de la police judiciaire. C'est la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie du Bobo-Dioulasso qui poursuit sa formation pratique un peu partout dans les brigades à travers le pays. Donc, en petit groupe, il est plus facile pour eux d'apprendre et nous aussi d'avoir des retours sur leur niveau réel. Donc, le stage n'est pas la dernière activité de formation, donc du coup nous avons encore le temps de rattraper les insuffisances avant de mettre un produit fini sur le terrain. Depuis le 26 avril dernier, les élèves gendarmes sont sur le terrain pour confronter la théorie à la pratique. Après un mois de stage, ils retournent à l'école pour les derniers réglages avant d'embrasser une vie professionnelle. Au titre de ce 20h, cette semaine, nous déposons nos valises à Bama dans la région de Haut-Bassin. Une semaine à Bama vous fait voir ce soir une présentation de cette commune rurale de la province du Houé. L'agriculture est la principale activité à Bama, mais ce qui fait aussi la réputation de cette localité, c'est bien le barrage de Samandeni. La carte postale de Bama, c'est avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Bama, la cosmopolite. Bama, la productrice, est l'un des 13 départements de la province du Houé, dans la région des Hauts-Bassins. Commune rurale depuis le dernier découpage administratif de 2006. Bama est située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Il est limité au nord par le département de Dandé et de Padema, à l'est par le département de Satiri, au sud par le département de Bobo-Dioulasso et à l'ouest par le département de Karangasso-Sambla et de Kourouma qui relève de la province du Kénédougou. Administrativement, Bama, c'est 6 quartiers, 21 villages rattachés et 10 hameaux de culture, tous pleins de vie, où les activités agricoles restent les principales sources de revenus des populations. Je crois qu'au niveau du Bama, j'allais dire, nous allons placer l'agriculture en avant parce que nous avons à près de 70%, 80% peuplé d'agriculteurs. Et après, l'élevage suit. Les maraîchers sont là, et les autres suivent maintenant. Sinon que c'est une population, en tout cas, à près de 90%, j'allais dire, agricole. C'est vrai qu'à Bama, déjà avec la plaine de 1500 hectares, nous exploitons en tout cas 1300 hectares en période hivernale. Mais en période sèche, nous sommes à la moitié en tout cas de la plaine parce qu'il y a un problème criard d'eau. La nappe phréatique vraiment a beaucoup baissé à tous les niveaux, ce n'est pas à Bama seulement. Donc sinon que en tout cas, le riz est prisé en tout cas à Bama. Le riz est prioritaire. Après maintenant, nous avons des éleveurs aussi. Quand même, il y a des éleveurs. Si on dit éleveurs, on ne peut pas dire aujourd'hui pull, parce que nous sommes tous des éleveurs. Bama, c'est aujourd'hui un pôle économique en plein essor où vivent près de 100 000 habitants. Nous avons presque toutes les ethnies à Bama ici. Mais quand même, nous avons les autochtones qui sont les Bobos. Et les migrants, il y a des Mossi, il y a des Peuls. Nous avons des Dagara, il y a des Gourounsi, il y a des Pissa. Avec l'aménagement des années 70,
la plaine aménagée de Bama. Nous avons beaucoup de migrants, nos parents qui ont beaucoup migré dans les années 70 à Bama. Et aujourd'hui, avec l'amalgame, je crois que nous avons quand même presque toutes les ethnies et du Burkina ici en tout cas à Bama. Bama, c'est aussi cette vaste retenue d'eau. Le barrage de Samandeni, une source de revenus pour les populations avec le développement de la pêche et des activités agricoles qui se mettent en place. Après cette carte postale, allons à la découverte de l'historique de Bama. Bama qui signifie débrouille-toi et l'emblème de la localité est le crocodile. Jadis peuplé par les Bobos, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on retrouve plusieurs ethnies à Bama. On apprend aussi que son histoire est liée à celle d'un chasseur. Le cours d'histoire vous est donné dans ce reportage de Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Le crocodile comme emblème pour conter l'histoire de la commune de Bama. Ici représenté sur le trône du chef du village. L'histoire de Bama est liée à ce bosquet sacré, où des rituels sont toujours pratiqués. Mais c'est ici, dans le quartier 1, considéré comme le quartier des autochtones, que l'histoire de Bama nous est contée. Et Bama veut dire « débrouille-toi ». Deux chasseurs qui se sont suivis, le chasseur et son frère, à la recherche de gibier. Ils sont arrivés ici, il y a l'autre qui a continué. Le frère qui est parti, à un moment donné, est revenu pour le chercher. Quand il est revenu, il lui a demandé de le suivre pour qu'ils aillent ensemble à Bobo. Il lui a dit que lui, il était bien ici. Parce qu'ici, il y a du gibier, la terre est fertile, il y a du poisson, il y a de l'eau. Donc lui, ce n'est plus la peine qu'il aille encore à l'heure. Lui, il allait rester ici et se débrouiller ici. Se débrouiller ici, en Djoula, on dit Mena Sigia, Kabama Nyermaya. Bama aussi porte le nom du lac que le chasseur a découvert dans son temps. C'est là que nous appelons Banwo. Le Banwo qui porte le nom du caïman sacré, effectivement, de la ville. À l'origine, Bama avait pour habitants les Bobos. Mais au fil du temps, d'autres ethnies se sont installées. Chacun est venu avec ses coutumes, avec ses quoi que ce soit, et nous sommes obligés maintenant de vivre ensemble. Et je vous avoue que le début là, ça n'a pas été facile pour nous. Maintenant, je vous avoue que Dieu merci, la tension qui a chauffé à un moment donné, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de problème. À l'image d'autres localités du Burkina Faso, Bama était dirigé par des chefs de terre avant l'arrivée des colons. Sinon, ceux qui ont commencé la chefferie il n'y a pas longtemps, sinon que c'était les chefs de terre qui étaient là. Et à un moment donné, c'est quand les colons sont arrivés, ils ont demandé à ce que le village soit administrativement représenté. Le premier chef, là, son nom, c'était Kaloro Sanou. Après lui, c'était son petit frère, Nyapekesine Sanou. Et après, immédiatement, c'est nous, nos parents, qui ont suivi. Et malgré les influences de la modernité, l'actuel chef du village de Bama appelle les plus jeunes à ne jamais oublier d'où ils viennent. Voilà, à demain pour d'autres reportages sur la commune de Bama. L'actualité au ministère de la Santé, c'est le lancement d'un nouveau projet sur la santé sexuelle et reproductive. D'un coût de plus de 6 milliards de francs CFA, ce projet cible les jeunes et les adolescents de 5 régions du Burkina Faso. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas et son lancement est intervenu le 21 mai dernier à Ouayouguya. Boukari Ouedraogo, Alioudou Alain Stavadogo. Aujourd'hui, nous sommes venus pour apprendre, pour comprendre ce qu'est vraiment la santé sexuelle. Roukiati Ouedraogo, étudiante en gestion des ressources humaines, est peu outillée en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour mieux s'informer, la jeune fille est présente à cette rencontre de lancement national du projet santé sexuelle et reproductive des adolescents, adolescentes et jeunes du Burkina Faso. Au sortir des échanges, Roukiati salue l'initiative.
Ce projet va aider la jeunesse à mieux s'entretenir sur leur santé sexuelle, et à se protéger, à éviter des grossesses précoces, à éviter les avortements aussi. L'avenir du pays doit se reposer sur cette jeunesse. Et nous avons besoin que cette jeunesse puisse arriver à l'âge adulte en parfaite santé, en maîtrisant leur sexualité, de sorte à ce qu'une sexualité mal maîtrisée ne conduise pas à des grossesses non désirées, à des avortements clandestins et aussi à des infanticides avec abandon scolaire. Plus de 6 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réussite du projet et 4 ministères sont engagés pour sa mise en œuvre. Il est porté par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est un projet holistique qui a une composante prévention, mais qui a aussi une composante curative et qui va prendre en compte tout le système, tous les niveaux du système de santé. En fait, ça va toucher, comme on a dit, les adolescents et les jeunes. Ça va sur l'information appropriée et ça va sur les services dont ces jeunes-là peuvent avoir besoin. Le projet santé sexuelle et reproductive des adolescents, adolescentes et jeunes du Burkina Faso va concerner les régions de la Boucoute du Mouhoun, du Sahel, du centre-nord, du nord et de l'est. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas pour une durée de 5 ans. Et pour ce genre d'initiative, on est tenté de dire que le ministère de la Santé et ses partenaires sont fortement attendus dans le centre-ouest. La région est caractérisée par un fort taux de grossesse en milieu scolaire. Les chiffres l'attestent avec plus de 1200 cas de grossesse recensés pour l'année scolaire en cours. Et dans ce lot, c'est la province du Sangué qui bat le record. Comment expliquer ce phénomène? La réponse dans ce dossier signé Adama Giti et Sekou Zongo. 400 dans la seule province de Boulkiemde, 668 dans le Sangué, 68 dans la Sicile et 69 dans la province du Ziro. Ces chiffres représentent le nombre de grossesses recensées dans les écoles de la région du Centre-Ouest, rien que pour la seule année scolaire 2020-2021. Une région qui comptabilise ainsi à la date d'aujourd'hui 1205 grossesses. Des chiffres en très nette hausse comparativement aux années antérieures, nonobstant les efforts consentis par les autorités en charge de l'éducation nationale. Il faut dire qu'en SVT, ancien de la vie et de la terre, dès la 6e déjà, le VIH-Sida est enseigné et pour faire comprendre à l'enfant les risques de faire des rapports sexuels précoces. Et les dispositions à prendre sont également enseignées. En 3e, dans le curricula toujours, les méthodes contraceptives sont enseignées. Et dans notre région, nous avons des services qui s'occupent de cette question. Nous avons le service de l'éducation en matière de population et de la citoyenneté. Nous avons le service de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. Mais nous avons également dans notre région des ONG et associations qui travaillent, et notamment à travers la sensibilisation, pour montrer aux filles quels sont les risques de mener une vie sexuelle très précoce. La grossesse en milieu scolaire impacte nécessairement sur le cursus scolaire des élèves, en particulier les filles. Donc il fallait mettre en exergue les droits, mais aussi leurs devoirs. Voilà, parce que les parents ont fait le devoir de les envoyer à l'école. C'est à eux aussi de faire leur mieux, voilà, pour se maintenir à l'école. Donc les grossesses scolaires étant un des obstacles, voilà, il fallait en tout cas travailler, sensibiliser sur les élèves sur ces éléments-là, afin qu'ils revoient leur comportement pour que cette situation connaisse un peu une réduction. Malgré tout, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 775 cas de grossesse en 2018-2019, 664 cas de grossesse recensés entre octobre 2019 et février 2020 et plus de 1200 grossesses l'année en cours. L'ampleur du phénomène mérite que l'on s'interroge sur les causes, mais pour Bernadette Zongo-Nitiema, il ne faut pas chercher midi à 14h, les causes sont bien connues. Pour ce qui concerne le sanguin,
Bon, on pourrait l'expliquer par la présence de sites d'orpaillage. Et on pourrait aussi l'expliquer par la présence de la mine de Perquois. Et aussi l'organisation des marchés de dimanche, communément appelés le 21 du Réo. Et il y a certaines manifestations culturelles des élèves, comme je l'ai tantôt cité. Il y a l'usage des stupéfiants et des drogues dans les établissements. Et au Burkemde, vous voyez que le Koudou surtout n'est pas loin de Ouaga. Et nous avons plusieurs ateliers, il ne se passe pas une semaine sans qu'un atelier se tienne à Koudougou. Et avec l'entrée de personnes étrangères, les frottements des populations, ce n'est pas exclu que cela puisse expliquer ce fait à Koudougou. Il y a les manifestations culturelles, comme les nuits atypiques de Koudougou. En plus de ces causes, la mauvaise compagnie et la démission des parents, du suivi et de l'éducation sexuelle de leurs enfants sont pointés du doigt. Selon moi, c'est la mauvaise compagnie. Et parfois, il y a des parents aussi qui évitent de parler de la sexualité avec les enfants. Une seule fois que l'enfant arrive à l'âge de 15 ans, il faut commencer à leur dire ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Ça veut dire que les élèves sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont en classe d'examen, les parents les abandonnent. Alors l'enfant quitte la maison. Alors je vais pour faire travail de groupe. L'enfant s'en va faire travail de groupe. En réalité, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Les enfants se retrouvent sous les arbres. Et pourquoi pas, j'allais même dire dans des maquis. Dans des maquis à Koudou ici, alors ils peuvent se rencontrer pour faire toute autre chose. L'alerte est ainsi sonnée et l'ensemble des partenaires de l'éducation interpellés. Pour l'heure, la directrice régionale des enseignements post-primaires et secondaires du Centre-Ouest se veut optimiste, mais pour y arriver, la mobilisation de tous est nécessaire. Elle interpelle par conséquent les parents d'élèves et l'ensemble de la société à une prise de conscience collective. Autre point de l'actualité, et nous évoquons la foire agro-silvo-pastorale de Piela dans la région de l'Essa. Durant le week-end écoulé, cette foire a mobilisé plus de 300 exposants. L'événement s'est voulu aussi un cadre pour saluer la résilience des acteurs face à l'insécurité dans la région de l'Est. L'ambiance de l'ouverture de cette foire dans ce reportage à Jérôme Atendandou. Bienvenue à la foire agro-silvo-pastorale de Piela. Nous sommes dans la cité de Daou, une centaine de kilomètres au nord de Fadane-Gourma. Avec ses partenaires, le conseil municipal de Piela veut renforcer la résilience des populations à travers le développement des filières porteuses. C'est d'abord susciter au niveau de la jeunesse, des femmes et de l'ensemble de la population cette envie de produire et d'attirer donc les acheteurs, les agro-businessmen vers notre commune. Et c'est vraiment fait. Nous pouvons dire que les populations font la résistance à l'invasion des personnes non identifiées, comme on les appelle, qui tentent de toucher à la cohésion sociale de notre pays et surtout de toucher au tissu économique. Cette foire entre dans la droite ligne des activités du ministère de l'Agriculture parce que cette foire va permettre aux différents exposants de pouvoir échanger leur expérience, de pouvoir partager. Cela traduit aussi leur capacité de résilience. Des forêts avec des besoins aussi variés que les produits au menu de cette foire, mais chacun trouve son compte. Je suis venu vendre mon bélier et payer cette femelle. Elle va bientôt mettre bas et s'il plaît à Dieu, j'aurai un troupeau. Cette foire nous aide beaucoup. Rien ne reste, tout est fini. Il faut que à midi là même, je vais repartir, faire et puis venir vendre demain. Cette troisième édition de la foire agro-silvo-pastorale de Piela sonne comme une résurrection après le rendez-vous manqué de 2020, mais le conseil municipal de Piela rassure. Des dispositions sont prises pour une continuité de l'événement.
Ici, dans la capitale, il est mis en place une structure dénommée Groupe des experts pour la normalisation endogène des symboles, initiatives et savoirs. Le Genesis se donne pour mission d'impulser la recherche indépendante sur les cultures et les savoirs endogènes du Burkina Faso. Composé de chercheurs et autres intellectuels, les initiateurs du Genesis ont lancé les structures le week-end écoulé. Présentation avec Adama Giti et Fousseni Kindou. Parce que au commencement était l'Afrique, berceau de l'humanité, creuseur des savoirs originels et des valeurs civilisationnelles, un groupe composé de grands esprits du Burkina Faso met en place le Genesis, le groupe des experts pour la normalisation endogène des symboles, initiatives et savoirs. C'est un regroupement important de chercheurs, d'écrivains, d'hommes de lettres, mais aussi d'intellectuels qui adoptent une approche originale pour notre développement. Il s'agit de prendre en compte la culture comme référence pour le développement et travailler à redevenir africain. Le savoir se trouve dans les villages. Le groupe repartira auprès des communautés. Et pendant qu'on parle de réconciliation, c'est probablement la création de ce groupe-là. Ce n'était pas l'objectif initial, mais va énormément contribuer à la réconciliation. C'est grâce à ce genre de groupe que les Burkinabés s'agrègent malgré leurs différences. Et il faut que cette agrégation soit de nature progressiste pour nous faire avancer. Pour le Genesis, il faut croire à notre capacité à agir et de mettre l'accent sur les savoirs endogènes. Il s'agira de tracer les monographies ethno-culturelles. C'est-à-dire que chaque ethnie, on va dire, en matière d'art et de culture, et sociologiquement, comment l'ethnie se présente. Et l'autre grand projet, certainement qui va nous survivre, c'est l'encyclopédie du Faso. Comment se matérialise la spiritualité? Comment se matérialise, je ne sais pas moi, si vous voulez, l'affection? Comment se matérialise, si vous voulez, nos traditions? Quels sont ces symboles, ces représentations, etc., etc. Les jours et mois à venir, le Genesis projette un lancement officiel de ses activités pour le Burkina Faso et l'Afrique. Mais il n'exclut pas la formation de la jeunesse dans le but de disséminer les savoirs endogènes. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée cette semaine par Amadou Marceto. Je vous retrouve dans quelques instants pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Merci de votre fidélité à la RTB.